Le 15 août 1976, à Marseille, Julien Fontaine avait 26 ans et venait tout juste de se marier avec l'amour de sa vie. 4 heures après avoir prononcé ses vœux, il disparaissait sans laisser de traces, abandonnant sa jeune épouse en robe blanche et une salle encore décorée de fleurs. Pendant 20 ans, sa famille a vécu dans l'incertitude la plus absolue, oscillant entre l'espoir et le désespoir. Puis, en juillet 1996, des ouvriers effectuant des travaux de rénovation dans l'ancienne salle des fêtes ont découvert un coffre en bois dissimulé sous les fondations du bâtiment. À l'intérieur, soigneusement plié, se trouvait la cravate en soie que Julien portait le jour de son mariage, tachée de sang séché. Mais ce n'était pas tout ce que contenait ce coffre. Les autres objets retrouvés allaient révéler une vérité si troublante qu'elle remettrait en question tout ce que sa famille croyait savoir sur cette nuit-là. Comment la cravate d'un homme disparu depuis 2 décennies pouvait-elle se retrouver cachée dans un endroit que personne n'aurait jamais pensé à fouiller? Et surtout, qu'est-ce que cette découverte révélait vraiment sur les dernières heures de Julien Fontaine? Avant de continuer avec cette histoire troublante, si vous appréciez les cas mystérieux réels comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Marseille, en 1976, était une ville en pleine transformation. Le vieux port conservait son charme méditerranéen, mais les quartiers périphériques, comme l'Estac, au nord de la ville, gardaient encore cette atmosphère de village de pêcheurs qui avait séduit tant de peintres au siècle précédent. C'est dans ce quartier, avec vue sur la mer et les usines de tuiles qui fumaient encore à l'époque, que Julien Fontaine avait grandi. Julien était le fils unique de Claude Fontaine, un menuisier respecté qui tenait un atelier dans le quartier depuis plus de 30 ans, et de Simone, une femme discrète qui travaillait comme couturière à domicile. La famille Fontaine n'était pas riche, mais elle jouissait d'une excellente réputation dans le quartier. Claude était connu pour son honnêteté et son travail méticuleux, tandis que Simone confectionnait les plus belles robes de mariée de tous les stacks. Julien avait hérité du sérieux de son père et de la sensibilité artistique de sa mère. Après avoir obtenu sa licence d'histoire à l'université d'Aix-Marseille en 1973, il était devenu professeur dans un lycée du centre-ville. Ses élèves l'appréciaient pour sa passion communicative et sa capacité à rendre vivantes les époques révolues. Grand, mince, avec des cheveux châtains toujours soigneusement coiffés, Julien avait un visage ouvert et des yeux noisettes qui reflétaient une intelligence vive. Il portait des lunettes à monture fine et s'habillait toujours avec une élégance modeste mais impeccable. C'était précisément cette élégance naturelle qui avait attiré l'attention d'Amélie Garnier lorsqu'ils s'étaient rencontrés à l'hôpital municipal en 1974. Amélie, alors jeune infirmière de 22 ans, soignait un ami de Julien qui s'était blessé lors d'un match de football. Leur coup de foudre avait été immédiat et réciproque. Amélie était une jeune femme pétillante, avec des boucles blondes qu'elle attachait toujours en chignon pour le travail et un sourire qui illuminait les couloirs les plus sombres de l'hôpital. Fille d'Henri Garnier, un ancien pêcheur qui avait pris sa retraite après un accident en mer, et de Marceline, décédée d'un cancer 3 ans auparavant, Amélie avait choisi la profession d'infirmière pour aider les autres, comme elle n'avait pas pu sauver sa mère. Les 2 familles, bien que de milieux similaires, ne se fréquentaient pas avant la relation entre Julien et Amélie. Henri Garnier vivait près du Vieux-Port, dans un petit appartement qui sentait toujours le sel et le poisson, rempli de souvenirs de ses années en mer. L'homme, robuste malgré ses 62 ans, avait d'abord été méfiant envers ce professeur qu'il trouvait trop intellectuel pour sa fille. Mais Julien avait gagné son respect en l'écoutant raconter ses histoires de mer pendant des heures, posant des questions pertinentes et montrant un intérêt sincère pour un monde qu'il ne connaissait pas. Les fiançailles avaient été annoncées à Noël 1975 lors d'un repas familial chez les Fontaines. Claude avait fabriqué une magnifique boîte en noyer pour l'occasion,
dans laquelle Julien avait présenté la bague de sa grand-mère maternelle à Amélie. La date du mariage avait été fixée pour le 15 août 1976, jour de l'Assomption, une date importante dans la tradition catholique et un jour férié qui permettrait à tous leurs proches d'être présents. Laurent Mercier, le meilleur ami de Julien depuis l'école primaire, avait été désigné comme témoin. Laurent, de 2 ans l'aîné de Julien, travaillait comme comptable dans une entreprise de transport maritime. Plus extraverti que son ami, il avait organisé l'enterrement de vie de garçon une semaine avant le mariage. Une soirée modeste dans un restaurant du Vieux-Port qui s'était terminée tôt, car Julien ne buvait presque pas d'alcool et préférait de loin une conversation tranquille aux festivités bruyantes. Le mariage devait avoir lieu à l'église Saint-Henri de l'Estaque, suivi d'une réception dans la salle des fêtes du quartier, un bâtiment communal construit dans les années 50, avec ses murs en béton peint et son parquet en bois qui craquait à chaque pas. La salle n'était pas luxueuse, mais elle était spacieuse et avait accueilli plusieurs générations de célébrations locales. Simone avait passé 3 mois à confectionner la robe de mariée d'Amélie, une création en dentelle blanche avec des perles cousues à la main, tandis que Claude avait fabriqué toutes les décorations en bois pour la salle. Pour Julien, un détail revêtait une importance particulière. La cravate que son grand-père paternel, Jean Fontaine, lui avait offerte avant de mourir en 1973. C'était une cravate en soie bordeaux avec de fines rayures dorées, fabriquée à Lyon, que Jean avait lui-même portée le jour de son propre mariage en 1923. « Cette cravate porte chance aux hommes de notre famille », lui avait dit son grand-père de son lit d'hôpital. « Je l'ai portée le plus beau jour de ma vie, et maintenant, elle t'appartient. » Julien avait promis de la porter le jour de son mariage, une promesse qu'il comptait bien tenir. Les semaines précédant le mariage avaient été un tourbillon d'activités. Amélie avait continué à travailler à l'hôpital jusqu'à 3 jours avant la cérémonie, accumulant les heures supplémentaires pour financer leur voyage de noces prévu en Italie. Julien, de son côté, avait corrigé les examens de fin d'année de ses élèves et préparé méticuleusement chaque détail de la cérémonie avec une attention presque obsessionnelle. Cette minutie était caractéristique de sa personnalité. Julien était quelqu'un qui planifiait tout, qui détestait l'improvisation et qui trouvait du réconfort dans l'ordre et la prévisibilité. Le quartier de l'Estaque tout entier semblait partager l'excitation des jeunes mariés. Dans les boulangeries, les épiceries, les cafés du coin, on ne parlait que du mariage Fontaine-Garnier. C'était devenu l'événement social de l'été, dans ce quartier où tout le monde se connaissait et où les nouvelles circulaient plus vite que dans n'importe quel journal. Le 15 août 1976 se leva sur Marseille avec un ciel d'un bleu éclatant, typique de ces journées d'été méditerranéennes où la chaleur commence tôt et ne faiblit qu'après le coucher du soleil. À 7 heures du matin, Julien était déjà réveillé dans l'appartement de ses parents, incapable de dormir plus longtemps malgré la courte nuit. Il avait passé la soirée précédente à repasser mentalement le déroulement de la journée, vérifiant pour la 10e fois que tout était en ordre. La cérémonie religieuse était prévue pour 16 heures à l'église Saint-Henri. Simone avait insisté pour que Julien prenne un petit déjeuner copieux, mais il n'avait pu avaler qu'un café et un morceau de pain. Les nerfs, disait-il, bien que son père remarquait quelque chose de différent dans son comportement ce matin-là. Julien semblait distrait, presque anxieux, vérifiant constamment sa montre et regardant par la fenêtre comme s'il attendait quelqu'un ou quelque chose. À 14h30, Laurent était arrivé pour aider Julien à se préparer. Les 2 amis avaient enfilé leurs costumes dans la chambre de Julien, celle-là même où il avait grandi, entouré de livres d'histoire et de cartes anciennes accrochées au mur. Laurent avait tenté de détendre l'atmosphère avec des plaisanteries, mais Julien restait inhabituellement silencieux. Quand était venu le moment de mettre la cravate de son grand-père, Julien l'avait tenue dans ses mains pendant un long moment, les yeux fixés sur le tissu bordeaux, avant de la nouer soigneusement autour de son cou. « Tu es sûr que tout va bien ?» avait demandé Laurent en ajustant le nœud de sa propre cravate devant le miroir.
Oui, oui, tout va bien, avait répondu Julien, mais son regard disait autre chose. La cérémonie à l'église s'était déroulée sans accroc. Amélie était resplendissante dans sa robe confectionnée par Simone, et quand elle était apparue au bras de son père dans l'allée centrale, Julien avait senti les larmes lui monter aux yeux. Les vœux avaient été échangés d'une voix claire, les alliances glissées au doigt et le baiser scellant leur union avaient déclenché les applaudissements de la centaine d'invités présents. Sur les photos prises par un photographe amateur du quartier, Julien souriait, mais ceux qui le connaissaient bien pouvaient percevoir une tension dans ses épaules, une raideur qui ne lui était pas habituelle. La réception à la salle des fêtes avait commencé vers 17h30. Les tables étaient décorées avec les compositions florales préparées par Simone et quelques voisines, des arrangements simples mais élégants de roses blanches et de lavande. Un tourne-disque diffusait de la musique française populaire et l'odeur du repas préparé par un traiteur local emplissait la salle. Le menu était traditionnel, terrine de poisson en entrée, bouillabaisse en plat principal et une pièce montée de choux à la crème en dessert. Les premières heures de la fête s'étaient déroulées dans la joie. Henri Garnier, normalement taciturne, avait même accepté de danser avec sa fille, ému aux larmes. Claude Fontaine avait porté un toast émouvant à son fils et à sa nouvelle belle-fille. Les invités riaient, dansaient et célébraient l'union des deux jeunes gens. Julien et Amélie avaient ouvert le bal sur une valse, et pendant ces quelques minutes, Julien avait semblé enfin détendu, souriant sincèrement en guidant sa femme sur le parquet. Mais vers 22h, plusieurs invités avaient remarqué un changement dans le comportement de Julien. Il s'était retiré près d'une fenêtre, regardant fréquemment vers la porte d'entrée comme s'il attendait quelqu'un. Laurent était venu lui demander si tout allait bien, et Julien avait simplement hoché la tête, serrant son verre de champagne sans le boire. À 23h15, Julien s'était approché d'Amélie, qui discutait avec un groupe de ses collègues de l'hôpital. Il l'avait prise à part et lui avait murmuré quelque chose à l'oreille. Plus tard, Amélie se souviendrait de ces mots exacts. « Je dois aller chercher quelque chose dans la voiture. J'ai oublié le cadeau pour ton père. Je reviens dans 5 minutes. » C'était une explication parfaitement plausible. Julien avait effectivement acheté un cadeau pour Henri, une réplique miniature d'un vieux bateau de pêche marseillais qu'il comptait lui offrir pendant la soirée. Amélie avait souri, embrassé rapidement son mari sur la joue et était retournée à sa conversation. Elle avait remarqué que Julien portait toujours sa cravate bordeaux parfaitement nouée et sa veste de costume. Plusieurs témoins l'avaient vu traverser la salle vers 23h25. Madame Delacroix, une voisine des Fontaines, se souvenait l'avoir croisé près de la sortie. « Il m'a souri et a dit bonsoir », témoignerait-elle plus tard. Il avait l'air normal, peut-être un peu pressé, mais rien d'inquiétant. Un autre invité, M. Arnaud, un collègue de Laurent, l'avait vu pousser la porte principale et sortir dans la nuit d'août. Le parking de la salle des fêtes se trouvait sur le côté du bâtiment, un espace non éclairé avec une dizaine de places délimitées par des lignes de peinture blanche effacées. La Peugeot 304 bleue de Julien était garée dans le coin le plus éloigné, sous un grand platane. À cette heure-là, le parking était désert, tous les invités étant à l'intérieur. 23h30. 23h45, minuit. Amélie commençait à s'inquiéter. 5 minutes s'étaient transformées en plus d'une demi-heure. Elle avait demandé à Laurent d'aller voir si Julien avait un problème. Laurent était sorti dans le parking, avait trouvé la Peugeot exactement là où Julien l'avait garée en début d'après-midi. Les portières étaient fermées, mais pas verrouillées. À l'intérieur, tout était en ordre. Les clés étaient sur le contact. Le cadeau pour Henri était toujours sur la banquette arrière, soigneusement emballé. Rien ne manquait. Laurent était retourné dans la salle, pensant que Julien avait peut-être emprunté un autre chemin pour rentrer. Mais Julien n'était pas là. Amélie, maintenant visiblement anxieuse, avait fait le tour de toute la salle, vérifiant les toilettes, la cuisine, même la petite réserve au fond du bâtiment. Rien. Claude et Simone avaient été alertés. D'autres invités s'étaient joints aux recherches. Certains avaient fouillé les abords immédiats de la salle, le petit jardin à l'arrière, la rue adjacente. À minuit 30,
Henri Garnier avait pris la décision d'appeler la police, malgré les protestations de certains invités qui pensaient qu'il était trop tôt, que Julien allait revenir avec une explication simple. Les gendarmes de la brigade territoriale de l'Estac étaient arrivés vers 1 heure du matin. 2 hommes en uniforme, le brigadier Leclerc et le gendarme Roux, qui avaient d'abord traité l'affaire comme une simple fugue. « Il reviendra probablement demain matin », avait dit Leclerc avec un sourire condescendant. Le stress du mariage, vous savez comment c'est. Mais face à l'insistance d'Henri, et après avoir constaté que les clés et le portefeuille de Julien étaient toujours dans la voiture, ils avaient pris la situation plus au sérieux. Un périmètre de recherche avait été établi. Les gendarmes avaient interrogé tous les invités encore présents, notant soigneusement leurs témoignages. Personne n'avait vu Julien après 23h25. Personne n'avait entendu de cris, de bagarres, de véhicules démarrant en trombe. La nuit d'août était chaude et calme, et le quartier de l'Estac dormait paisiblement. Les recherches s'étaient intensifiées aux premières lueurs de l'aube. Des renforts étaient arrivés de Marseille. Des équipes cynophiles avaient ratissé le quartier. Les chiens avaient suivi une piste depuis le parking jusqu'à la rue principale, puis l'avaient perdue près d'un arrêt d'autobus. Cela suggérait que Julien était peut-être monté dans un véhicule, mais lequel et pourquoi? À 7 heures du matin, le 16 août 1976, Julien Fontaine était officiellement porté disparu. Sa veste de costume avait été retrouvée pendue sur le dossier de sa chaise dans la salle des fêtes. Dans la poche intérieure, son portefeuille contenait 350 francs, ses papiers d'identité et une photo d'Amélie. Son alliance brillait toujours à son doigt quand il était sorti. Mais la cravate bordeaux de son grand-père, celle qu'il portait avec tant de fierté, avait disparu avec lui. Les semaines qui suivirent le 15 août 1976 furent un cauchemar éveillé pour la famille Fontaine et les Garnier. L'enquête policière, dirigée par le capitaine Renaud de la police judiciaire de Marseille, progressait lentement, se heurtant à un mur de mystère qui semblait impénétrable. Les premiers jours, l'espoir dominait encore. Amélie refusait de quitter l'appartement des Fontaines, persuadée que Julien allait appeler ou apparaître à la porte avec une explication rationnelle. Elle dormait dans la chambre de Julien, serrant contre elle la veste de costume qu'il avait laissée, respirant son odeur de tabac léger et d'eau de Cologne. Simone préparait des repas qu'Amélie touchait à peine, tandis que Claude passait ses journées à l'atelier, fabriquant des meubles avec une intensité frénétique, seul moyen qu'il avait trouvé pour ne pas devenir fou. Le capitaine Renaud avait établi plusieurs hypothèses de travail. La première, et la plus évidente, était celle de l'enlèvement. Mais aucune demande de rançon n'était parvenue. Les Fontaines n'étaient pas riches, et même si Claude avait quelques économies, rien qui justifie un kidnapping. De plus, aucun témoin n'avait rapporté avoir vu une scène suspecte ou un véhicule inhabituel dans le quartier cette nuit-là. La deuxième hypothèse était celle de l'accident. Peut-être Julien avait-il été victime d'un délit de fuite, son corps transporté et abandonné ailleurs. Des recherches avaient été menées dans tous les hôpitaux de la région, dans les morgues, le long des routes principales. Les plongeurs de la gendarmerie avaient même inspecté plusieurs sections de la côte où un corps aurait pu être jeté à la mer. Rien. La troisième hypothèse, la plus douloureuse pour la famille, était celle du suicide. Le capitaine Renaud avait interrogé Laurent à plusieurs reprises sur l'état d'esprit de Julien dans les jours précédant le mariage. Il était nerveux, oui, mais pas déprimé, insistait Laurent. C'était normal avant un mariage, non? Amélie confirmait. Julien était parfois anxieux, perfectionniste, mais jamais elle n'avait détecté de signes de dépression ou de désespoir. Au contraire, ils avaient planifié leur avenir ensemble, avec enthousiasme. Une quatrième théorie, murmurée mais rarement exprimée ouvertement, était celle de la fuite volontaire. Julien aurait-il pu avoir des doutes de dernière minute? Aurait-il paniqué et décidé de tout abandonner? Cette hypothèse heurtait profondément Amélie et les Fontaines, mais le capitaine Renaud devait l'envisager. Il avait vérifié les comptes bancaires de Julien, aucun retrait suspect. Il avait contacté les gares, les aéroports, les compagnies d'autobus.
personne n'avait vu Julien Fontaine. En septembre 1976, l'enquête commençait à s'essouffler. Les pistes se refroidissaient une à une. Les journaux locaux qui avaient fait leur gros titre du mystère du marié disparu passaient à d'autres actualités. La vie à Marseille continuait, indifférente au drame qui déchirait deux familles. Amélie avait dû prendre une décision déchirante, retourner travailler. Elle ne pouvait pas rester indéfiniment en arrêt. Et étrangement, l'hôpital était devenu un refuge. S'occuper des patients, suivre les protocoles médicaux, cela lui donnait une structure, un semblant de normalité dans un monde qui s'était effondré. Ses collègues la traitaient avec une gentillesse maladroite, évitant de mentionner le mariage ou de poser des questions. Certains jours, elle oubliait presque pendant quelques heures. Puis elle rentrait dans son petit appartement près du Vieux-Port, celui qu'elle et Julien devaient occuper ensemble. Et la réalité la rattrapait avec une violence renouvelée. Henri Garnier avait vieilli de 10 ans en quelques mois. Lui qui avait survécu aux tempêtes en mer, aux accidents, à la mort de sa femme, ne pouvait accepter de ne pas savoir ce qui était arrivé à son gendre. Il passait ses journées au port, assis sur un banc, regardant la mer, comme si elle pouvait lui livrer ses secrets. La famille Fontaine se désintégrait lentement. Simone avait développé une insomnie chronique, se réveillant chaque nuit à 23h25 exactement, l'heure à laquelle Julien était sorti de la salle des fêtes. Claude, lui, s'était enfermé dans un silence presque total, communiquant à peine, même avec sa femme. Son atelier, autrefois si ordonné, était devenu un chaos de projets inachevés. Laurent Mercier se sentait rongé par la culpabilité. Il se reprochait de ne pas avoir insisté plus quand il avait senti que quelque chose n'allait pas le matin du mariage. Il se reprochait de ne pas être sorti plus tôt pour vérifier dans le parking. Il revisitait constamment cette soirée dans sa tête, cherchant un détail qu'il aurait pu manquer, un signe qu'il aurait dû interpréter. Au printemps 1977, soit 8 mois après la disparition, le capitaine Renaud avait convoqué la famille pour faire le point. L'enquête était dans une impasse. Toutes les pistes avaient été explorées sans résultat. Le dossier restait ouvert, bien sûr, mais sans nouvel élément, il n'y avait plus grand-chose à faire. « Je suis désolé », avait-il dit, et ces mots sonnaient comme un arrêt de mort. Les théories commençaient à circuler dans le quartier de l'Estaque. Certains murmuraient que Julien avait eu une maîtresse et qu'il était parti avec elle. D'autres parlaient de dettes de jeu cachées, de créanciers violents. Les plus imaginatifs évoquaient même une implication dans des activités criminelles. Aucune de ces rumeurs n'avait le moindre fondement, mais elles blessaient profondément la famille. Amélie avait pris l'habitude de faire imprimer des affiches avec la photo de Julien. Elle les accrochait dans toute la ville, les remplaçait quand elles se décollaient ou se déchiraient. Disparue depuis le 15 août 1976. Si vous avez des informations, année après année, elle continuait, même quand d'autres lui disaient d'abandonner, de refaire sa vie. Refaire sa vie. Ces mots sonnaient comme une trahison. Comment pouvait-elle refaire sa vie alors qu'elle ne savait pas si son mari était mort ou vivant? Légalement, elle était toujours mariée. Émotionnellement, elle était veuve. Mais sans corps, sans certitude. Elle restait dans un purgatoire sans fin. En 1980, 4 ans après la disparition, un homme avait contacté la police, prétendant avoir vu Julien à Lyon. L'espoir avait ressurgi violemment. Amélie et Claude avaient fait le trajet immédiatement, mais l'homme ressemblait à Julien de loin, pas de près. Une autre fausse alerte, dans une série qui devenait douloureusement familière. Claude Fontaine était décédé en 1983 d'une crise cardiaque, à seulement 59 ans. Le médecin avait parlé de problèmes cardiaques, mais tout le monde savait que c'était le chagrin qui l'avait tué. Sur son lit de mort, il avait tenu la main de Simone et murmuré « Je vais peut-être enfin savoir ce qui lui est arrivé ». Simone avait pleuré toutes les larmes de son corps, consciente qu'elle perdait non seulement son mari, mais aussi son dernier lien avec l'espoir de retrouver leur fils. Les années 80 s'écoulaient. L'affaire Julien Fontaine était devenue un cold case,
un de ces dossiers que les nouveaux enquêteurs regardaient avec curiosité, mais sans réel espoir de résolution. Les témoins vieillissaient, les souvenirs s'estompaient. La salle des fêtes de l'Estac, témoin silencieux de cette nuit terrible, continuait d'accueillir des mariages, des anniversaires, des célébrations. La vie continuait, indifférente. Amélie, maintenant dans la quarantaine, avait finalement accepté quelques rendez-vous arrangés par des amis bien intentionnés. Mais chaque fois, elle se sentait coupable, comme si elle trahissait Julien. Elle portait toujours son alliance, un rappel constant de ce jour d'août où sa vie avait basculé. Elle n'avait jamais entamé de procédure de divorce, ni de déclaration d'absence. Juridiquement, Julien existait toujours, quelque part dans les limbes administratifs. Laurent Mercier s'était marié en 1985 et avait eu 2 enfants. Mais il pensait encore régulièrement à son ami disparu. Il avait gardé précieusement les photos du mariage. Ces dernières images de Julien vivant, souriant maladroitement dans son costume, la cravate bordeaux nouée parfaitement autour de son cou. En 1994, 18 ans après la disparition, la salle des fêtes de l'Estac avait été fermée. Le bâtiment vieillissant ne répondait plus aux normes de sécurité modernes. La municipalité avait construit une nouvelle salle communautaire dans un autre quartier. L'ancienne salle était restée abandonnée, ses fenêtres condamnées, son parking envahi par les mauvaises herbes. Les jeunes du quartier racontaient qu'elle était hantée par le fantôme du marié disparu. Les plus âgés hochaient la tête tristement, se souvenant de cette nuit où la joie s'était transformée en cauchemar. Simone Fontaine était décédée en 1995, à 73 ans, sans avoir jamais su ce qui était arrivé à son fils unique. Jusqu'à son dernier souffle, elle avait gardé dans sa table de nuit une photo de Julien le jour de son mariage, cette image qui lui brisait le cœur chaque fois qu'elle la regardait. Amélie Garnier était devenue Amélie tout court dans l'esprit des gens. Peu se souvenaient qu'elle avait été mariée pendant quelques heures. À 54 ans, elle était infirmière en chef à l'hôpital, respectée pour sa compétence et sa compassion. Mais ceux qui la connaissaient bien voyaient parfois passer une ombre dans ses yeux, surtout en août, quand revenait l'anniversaire du jour qui avait détruit sa vie. 20 ans. 20 ans d'absence. 20 ans de questions sans réponse. 20 ans de cette torture lente qu'est l'incertitude. Et puis, en juillet 1996, tout allait changer. Le matin du mercredi 17 juillet 1996, une équipe d'ouvriers du bâtiment arrivait devant la vieille salle des fêtes de l'Estac. La municipalité avait finalement décidé de raser le bâtiment délabré pour construire à la place un petit parc public avec des aires de jeu pour enfants. Le contrat avait été attribué à l'entreprise Savelli, une société de démolition et de construction basée à Marseille. Michel Savelli, le contremaître, un homme de 52 ans avec 30 ans d'expérience dans le métier, avait inspecté le bâtiment quelques jours plus tôt. C'était une structure simple, mur en béton, charpente métallique, pas de sous-sol. Un travail de quelques semaines, tout au plus, rien de compliqué. L'équipe comprenait 6 hommes, Michel lui-même, 3 ouvriers expérimentés et 2 jeunes en formation. Ils avaient commencé par sécuriser le périmètre, installer des barrières pour empêcher les curieux d'approcher. Puis ils s'étaient attaqués aux fenêtres condamnées, retirant les planches clouées depuis des années. À l'intérieur, l'odeur de moisie et de poussière était suffocante. 20 ans d'abandon avaient transformé la salle en un espace fantomatique. Le parquet était gondolé par l'humidité. Des traces de moisissure noirâtres s'étalaient sur les murs. Des débris jonchaient le sol. Morceaux de plâtre tombés du plafond, vieux journaux moisis, quelques bouteilles vides laissées par des squatteurs occasionnels. Les 3 premiers jours avaient été consacrés au débarras. Tout ce qui était récupérable était trié, le reste jeté dans une benne. Les ouvriers avaient trouvé quelques objets datant de l'époque d'activité de la salle. Des chaises cassées empilées dans un coin, un vieux tourne-disque qui ne fonctionnait plus, des rideaux pourris par l'humidité. Le lundi 22 juillet, l'équipe s'attaquait aux parties structurelles. C'est en démolissant une section du mur ouest, celui qui donnait sur le parking, qu'ils avaient remarqué quelque chose d'inhabituel. Derrière le mur,
Il y avait un espace vide qui ne figurait pas sur les plans originaux du bâtiment. « Chef, viens voir ça !» avait appelé Karim, un des ouvriers, un jeune Marseillais de 28 ans. Michel s'était approché, intrigué. Effectivement, entre le mur intérieur et le mur extérieur, il existait un vide d'environ 60 cm de large et 2 mètres de haut. Pas exactement une pièce secrète, plutôt un défaut de construction, ou peut-être un espace technique prévu initialement, puis condamné lors de l'édification du bâtiment dans les années 50. « Attention en démolissant ce secteur », avait ordonné Michel. « On ne sait pas ce qu'il peut y avoir là-dedans. Vieux câbles électriques, amiante, allez savoir. » Les ouvriers avaient procédé avec précaution, élargissant l'ouverture jusqu'à pouvoir y passer une tête avec une lampe torche. C'est Karim qui avait regardé en premier. Il était resté silencieux plusieurs secondes, immobile. « Qu'est-ce qu'il y a ?» avait demandé Michel, commençant à s'impatienter. « Je crois qu'il y a quelque chose là-dedans. Un coffre ou une caisse, je ne sais pas exactement. » Michel avait pris la lampe et regardait à son tour. Effectivement, tout au fond de l'espace, posé directement sur la dalle de béton qui constituait les fondations, se trouvait un objet rectangulaire d'environ 80 cm de long sur 50 de large. Difficile de distinguer les détails dans la pénombre poussiéreuse, mais ça ressemblait à un vieux coffre en bois. « Bon, on l'extrait », avait décidé Michel. Mais doucement, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Il avait fallu élargir encore l'ouverture pour pouvoir faire passer le coffre. 2 heures de travail minutieux, évitant de faire s'effondrer ce qui restait du mur. Finalement, vers 16h30, le coffre était sorti de sa cachette de plusieurs décennies. C'était effectivement un coffre en bois, ancien, avec des ferrures métalliques rongées par la rouille. Le couvercle était fermé, mais pas verrouillé. Une fine couche de poussière grise le recouvrait entièrement. Sur le côté, à peine visible sous la crasse, des initiales étaient gravées dans le bois. JF. Michel Savelli, qui avait vécu toute sa vie à Marseille, qui connaissait l'histoire de presque chaque bâtiment de la ville, sentit un frisson parcourir son échine. Un coffre caché dans un mur, dans une salle abandonnée. Ce n'était pas normal, ce n'était pas innocent. « On n'ouvre pas », avait-il dit fermement. « On appelle la police, maintenant. » Les ouvriers avaient protesté, la curiosité les dévorant. Mais Michel était catégorique. Il avait assez d'expérience pour savoir que quand on trouve quelque chose d'anormal sur un chantier, surtout quelque chose de caché, on ne touche à rien et on appelle les autorités. Les gendarmes étaient arrivés 30 minutes plus tard. Le brigadier Valentin, un homme dans la quarantaine avec une moustache grisonnante, avait examiné le coffre avec attention, sans y toucher. « Vous avez bien fait de nous appeler », avait-il dit à Michel. « On ne sait jamais ce qu'on peut trouver dans ce genre de situation. » Il avait pris des photos, noté l'emplacement exact de la découverte, puis avait fait appeler une équipe de la police scientifique. En attendant leur arrivée, il avait interrogé Michel et ses ouvriers sur les circonstances précises de la découverte. C'est en discutant avec les gendarmes que Michel avait mentionné l'histoire qu'on racontait dans le quartier depuis des années, celle du marié disparu. C'était il y a longtemps, dans les années 70, je crois. Un type qui s'est volatilisé pendant sa propre fête de mariage, ici même, dans cette salle. Le brigadier Valentin avait froncé les sourcils. Il était trop jeune pour se souvenir personnellement de l'affaire, mais il en avait entendu parler, une de ces légendes urbaines marseillaises qui circulaient dans les commissariats et les gendarmeries. Les initiales sur le coffre, JF, vous dites? Oui, gravé sur le côté. Le marié disparu, vous vous souvenez de son nom? Michel avait secoué la tête, mais un des ouvriers plus âgés, René, s'était souvenu. Fontaine, Julien Fontaine. Je m'en souviens parce que ma sœur était à l'école avec lui. Ça a fait énormément de bruit à l'époque. Julien Fontaine, JF. Le brigadier Valentin avait immédiatement appelé sa centrale. L'affaire prenait une tournure potentiellement beaucoup plus sérieuse. En moins d'une heure, le site était transformé en scène de crime potentiel. Des rubans jaunes délimitaient le périmètre, des techniciens en combinaison blanche s'affairaient, et le commissaire Durand, chef de la police judiciaire de Marseille, était personnellement venu superviser l'ouverture du coffre. Il était 19h45
quand, sous les projecteurs installés par les techniciens, le commissaire Durand, protégé par des gants de latex, avait soulevé le couvercle du coffre. Le silence qui suivit était pesant. Tous les présents, policiers, techniciens, même les ouvriers autorisés à rester à distance, retenaient de leur souffle. À l'intérieur du coffre, soigneusement disposé, se trouvaient plusieurs objets. Le plus visible était une cravate en soie bordeaux avec des rayures dorées, pliée avec soin. Même après 20 ans, même taché de ce qui ressemblait indéniablement à du sang séché, on pouvait reconnaître sa qualité, son élégance. À côté de la cravate, un petit carnet noir à la couverture de cuir gonflé par l'humidité. Une enveloppe blanche, jaunie par le temps, portant un nom écrit à la main, Amélie. Et au fond du coffre, plus terrifiant que tout le reste, une paire de boutons de manchette en argent et une alliance en or. Le commissaire Durand avait sorti son téléphone, ses mains gantées, manipulant l'appareil avec difficulté. Il devait faire plusieurs appels, et vite. Le premier à l'officier responsable des archives pour qu'on sorte immédiatement le dossier Fontaine des Cold Cases. Le deuxième au procureur de la République pour l'informer qu'une affaire vieille de 20 ans venait de connaître un développement majeur. Mais il y avait un autre appel qu'il redoutait de faire, celui à une femme nommée Amélie Garnier, qui allait apprendre que le mystère qui avait détruit sa vie était peut-être sur le point d'être enfin résolu. La nuit tombait sur Marseille, et dans la vieille salle des fêtes de l'Estac, sous les projecteurs de la police scientifique, un coffre en bois révélait les secrets qu'il gardait depuis 2 décennies. Le lendemain matin, mercredi 24 juillet 1996, Amélie Garnier se réveillait dans son appartement du Vieux-Port sans savoir que sa vie allait de nouveau basculer. À 54 ans, elle s'était habituée à la routine. Lever à 6 heures, café noir, préparation pour son service à l'hôpital. Elle avait accepté, autant qu'on peut accepter l'inacceptable, que la vérité sur la disparition de Julien ne serait jamais connue. Le coup de téléphone était arrivé à 8h15, alors qu'elle s'apprêtait à partir. Le commissaire Durand s'était présenté avec douceur, avait demandé si elle pouvait se rendre au commissariat central de Marseille. « Nous avons fait une découverte concernant votre mari », avait-il dit, et ces mots, après 20 ans de silence, avaient en fait trembler Amélie de la tête aux pieds. Au commissariat, dans une salle d'interrogatoire transformée pour l'occasion en bureau confortable, le commissaire Durand lui avait montré des photos, le coffre, la cravate, l'enveloppe portant son nom. Amélie avait porté la main à sa bouche, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. C'est sa cravate, celle de son grand-père. Il l'a portée le jour de notre mariage. Nous le savons, madame. Nous avons retrouvé le dossier original de l'enquête. Cette cravate était mentionnée dans les témoignages. L'enveloppe, qu'y a-t-il dans l'enveloppe? Le commissaire avait hésité. Nous ne l'avons pas encore ouverte. Elle sera analysée par nos techniciens d'abord, pour préserver d'éventuelles empreintes. Mais elle vous sera remise ensuite. C'est votre droit. Et Julien, son corps, l'avez-vous trouvé? Non, madame. Le coffre ne contenait que ces objets, aucune trace de restes humains. C'était à la fois un soulagement et une nouvelle torture. Le mystère continuait, même s'il prenait une forme différente. Les jours suivants avaient été un tourbillon d'activités. L'affaire Fontaine, sortie de l'oubli, était devenue une priorité pour la police judiciaire. Le carnet noir avait été ouvert avec d'infinies précautions par les techniciens. C'était un journal intime, tenu par Julien lui-même. Les pages étaient difficiles à lire, l'encre ayant bavé à cause de l'humidité, mais de nombreux passages restaient déchiffrables. Le contenu du journal était troublant. Julien y exprimait des doutes, des peurs, des angoisses qu'il n'avait apparemment partagées avec personne. La première entrée datait de janvier 1976, 6 mois avant le mariage. Janvier 1976. Je devrais être heureux. J'aime Amélie plus que tout, mais comment puis-je me marier en gardant ce secret? Comment puis-je lui mentir chaque jour de notre vie commune? Quel secret? Le journal ne le précisait pas clairement, jouant avec des allusions, des phrases inachevées. Mais au fil des pages, un nom revenait régulièrement, LM, Laurent Mercier, le meilleur ami, le témoin du mariage.
L'équipe d'enquête avait immédiatement convoqué Laurent, maintenant âgé de 56 ans, comptable senior dans une grande entreprise marseillaise, marié, père de 2 enfants adultes. L'homme qui avait été le dernier à voir Julien avant qu'il ne sorte de la salle des fêtes. L'interrogatoire avait eu lieu le 30 juillet 1996. Laurent était arrivé accompagné d'un avocat, ce qui avait immédiatement éveillé les soupçons des enquêteurs. Le commissaire Durand et la lieutenante Moretti, spécialiste des affaires criminelles, menaient l'interrogatoire. « Monsieur Mercier, nous aimerions que vous nous parliez de votre relation avec Julien Fontaine. Nous étions amis depuis l'enfance, meilleurs amis. Sa disparition a été un choc terrible pour moi. Dans son journal, Julien mentionne fréquemment vos initiales, LM, souvent dans un contexte émotionnel. » Laurent avait pâli. Ses mains s'étaient mises à trembler légèrement sur la table. « Que voulez-vous dire ? Monsieur Mercier, nous pensons que Julien Fontaine avait des sentiments pour vous qui allaient au-delà de l'amitié. » Le silence qui avait suivi cette phrase était assourdissant. Laurent fixait la table, incapable de lever les yeux. Son avocat avait commencé à protester, mais Laurent l'avait arrêté d'un geste. C'était il y a 20 ans, une autre époque. Les choses étaient différentes. Différentes comment ? Être homosexuel ou même bisexuel, ce n'était pas accepté comme aujourd'hui. Pour Julien, c'était une source de honte terrible. Il aimait sincèrement Amélie, je le sais, mais il avait aussi des sentiments pour moi. Des sentiments qu'il refusait d'accepter, qu'il combattait constamment. Et vous, partagiez-vous ces sentiments ? Laurent avait fermé les yeux, respirant profondément. Oui, pendant des années, nous avions une relation secrète. Depuis le lycée, personne ne le savait, personne ne pouvait le savoir. Mes parents m'auraient renié, sa famille aussi. C'était les années 70, vous comprenez ? L'homosexualité venait juste d'être dépénalisée, mais la société n'avait pas changé. Et quand Julien a décidé d'épouser Amélie, cela a été un déchirement, pour nous deux. Mais nous savions que c'était inévitable. Nous ne pouvions pas vivre ouvertement ensemble. C'était impossible. Julien voulait une vie normale, une famille. Il m'a dit qu'il m'aimerait toujours, mais qu'il devait faire ce choix. J'ai accepté. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre ? La lieutenante Moretti avait sorti le journal, ouvert à une page spécifique. Le 14 août 1976, la veille du mariage, Julien écrit « Demain je me marie et je mens. Je mens à Amélie, je mens à ma famille, je mens à moi-même. LM m'a dit de ne pas me marier si j'avais des doutes. Mais comment lui expliquer que c'est justement parce que je l'aime que je dois le faire, pour nous protéger tous les deux ? Qu'est-ce que cela signifie ? » Laurent avait essuyé une larme. La veille du mariage, nous nous sommes vus, une dernière fois. Je lui ai supplié de ne pas se marier s'il n'était pas sûr. Je lui ai dit que nous pourrions partir, aller à Paris, à l'étranger, quelque part où nous pourrions être nous-mêmes. Mais il a refusé. Il a dit que ce serait détruire trop de vies, sa famille, Amélie, même la mienne. Il a dit qu'il devait être fort, qu'il apprendrait à vivre avec ce mensonge. Et le soir du mariage, que s'est-il passé ? Je ne sais pas, je vous le jure, je ne sais pas. Quand il est sorti chercher quelque chose dans la voiture, je pensais vraiment qu'il allait revenir. Quand j'ai constaté qu'il avait disparu, j'étais aussi paniqué que tout le monde. Plus même, parce que je connaissais son état d'esprit. Pourquoi n'avez-vous rien dit à l'époque ? Pourquoi n'avez-vous pas révélé cet élément crucial aux enquêteurs ? Laurent avait explosé, frappant la table du poing. Et dire quoi ? Que mon meilleur ami, que je venais de servir comme témoin à son mariage, était en réalité mon amant secret. Vous imaginez ce que ça aurait donné en 1976 ? J'aurais été arrêté, ma vie aurait été détruite, et ça n'aurait rien changé au fait que Julien avait disparu. Le commissaire Durand était intervenu, calmant l'atmosphère. « Monsieur Mercier, pensez-vous que Julien aurait pu se suicider ? Non. Enfin, je ne sais pas. Il était désespéré, oui, mais pas suicidaire. Il était trop responsable pour ça. Il ne voulait pas faire de mal aux autres. Et vous, où étiez-vous exactement entre 23h25 et minuit le soir du 15 août ?
J'étais dans la salle, avec les autres invités. Des dizaines de personnes peuvent le confirmer. J'ai dansé, j'ai discuté, j'ai bu du champagne en essayant de ne pas penser que c'était la fin de tout. Et puis Amélie m'a demandé d'aller voir dans le parking. Et j'y suis allé. Et la voiture était là, mais pas Julien, et Laurent s'était effondré en larmes. 20 ans de culpabilité et de chagrin réprimé jaillissant enfin. L'interrogatoire avait duré 4 heures. À la fin, les enquêteurs avaient une image plus complète de Julien Fontaine, de ses tourments intérieurs, mais pas plus de réponse sur ce qui lui était arrivé cette nuit-là. Laurent avait été relâché, mais l'instruction continuait. La révélation de la relation entre Julien et Laurent avait secoué Amélie au plus profond d'elle-même. Le commissaire Durand lui avait annoncé avec précaution, conscient de la violence de cette vérité. Pendant des jours, Amélie avait oscillé entre la colère, la tristesse et, étrangement, une certaine forme de compréhension. Julien avait souffert. Elle le comprenait maintenant. Il l'avait aimé, elle en était certaine, mais il avait également porté un fardeau qu'elle n'avait jamais soupçonné. Les techniciens avaient enfin analysé l'enveloppe. Le 3 août 1996, Amélie avait été autorisée à lire la lettre qu'elle contenait. C'était l'écriture de Julien, sans aucun doute possible, cette calligraphie soignée qu'elle avait vue sur tant de listes de courses, de petits mots laissés sur la table. « Ma chère Amélie, si tu lis cette lettre, c'est que la vérité a finalement été découverte. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé depuis cette nuit d'août, mais je sais que tu as souffert, et pour cela, je te demande pardon du fond de mon âme. Je ne peux pas vivre ce mensonge. Je t'aime sincèrement, mais je ne peux pas être l'homme que tu mérites. J'ai vraiment essayé de me convaincre que je pourrais enterrer cette partie de moi-même, mais je ne peux pas. Ce serait injuste envers toi, envers nos futurs enfants, envers moi-même. Je suis désolé de choisir cette solution lâche. Je sais que mon départ te blessera ma famille, blessera tous ceux que j'aime. Mais rester serait pire. Chaque jour serait un mensonge supplémentaire. Ne me cherche pas. Refais ta vie. Sois heureuse. Tu mérites tellement mieux que ce que je peux t'offrir. Pardonne-moi, si tu le peux. Julien. La lettre confirmait l'hypothèse du suicide. Mais elle soulevait aussi de nouvelles questions. Pourquoi ces objets avaient-ils été cachés dans le mur? Par qui? Julien lui-même avant de disparaître? Cela semblait impossible. Quelqu'un d'autre alors, mais qui? C'est en réanalysant le dossier original que la lieutenante Moretti avait remarqué un détail. Parmi les témoins interrogés en 1976, il y avait un certain Rémi Valette, qui travaillait comme gardien et homme à tout faire de la salle des fêtes à l'époque. Rémi avait déclaré avoir quitté les lieux vers 22h30, avant la disparition de Julien. Mais un autre témoin avait mentionné l'avoir vu traîner près du parking vers 23h. Rémi Valette, l'homme qui connaissait la salle mieux que personne. L'homme qui aurait eu les connaissances et l'accès nécessaires pour cacher quelque chose dans les murs. Les recherches avaient commencé immédiatement. Rémi Valette, maintenant âgé de 73 ans, vivait dans une maison de retraite médicalisée à Aubagne, à une vingtaine de kilomètres de Marseille. Il souffrait d'un cancer en phase terminale et n'avait plus que quelques mois à vivre, selon les médecins. Le 9 août 1996, le commissaire Durand et la lieutenante Moretti s'étaient rendus à la maison de retraite. Rémi Valette était un vieil homme émacié, la peau parcheminée, les yeux enfoncés dans leurs orbites. Mais son esprit était encore clair, étonnamment lucide pour quelqu'un si proche de la fin. Quand ils avaient mentionné le coffre, le vieux regard de Rémi s'était voilé de larmes. « Alors vous avez fini par le trouver » avait-il murmuré d'une voix rauque. « J'ai toujours su que ça arriverait un jour. Je pensais juste que je serais mort avant. » Monsieur Valette, vous allez nous raconter exactement ce qui s'est passé le soir du 15 août 1976. Et Rémi Valette, sentant sa mort approcher, avait enfin décidé de dire la vérité. Le témoignage de Rémi Valette, enregistré dans sa chambre de la maison de retraite d'Aubagne, allait enfin révéler la vérité sur cette nuit d'août 1976. Le vieil homme, sachant qu'il n'avait plus que quelques semaines à vivre,
avait accepté de tout raconter, libérant ainsi un secret qui l'avait hanté pendant 2 décennies. « Je travaillais à la salle des fêtes depuis 1972, avait commencé Rémi, sa voix faible obligeant les enquêteurs à se pencher pour l'entendre. Gardien, homme à tout faire, électricien amateur, plombier quand il le fallait. Je connaissais ce bâtiment comme ma poche, chaque recoin, chaque défaut de construction, y compris cet espace vide dans le mur ouest, un défaut datant de la construction originale dans les années 50. Il avait toussé, une toux profonde et douloureuse qui secouait son corps frêle. Une infirmière était entrée, lui avait donné de l'eau, vérifié ses constantes. Le commissaire Durand avait proposé de revenir plus tard, mais Rémi avait secoué la tête avec vigueur. « Non, je dois le dire maintenant, j'ai attendu trop longtemps. Ce soir-là, le 15 août 1976, je n'étais pas censé être là. Mon service se terminait normalement à 20 heures les soirs de réception, mais j'avais oublié mon portefeuille dans mon bureau, un petit réduit à côté de la salle principale. Je suis revenu le chercher vers 23 heures. J'avais ma propre clé. J'ai ouvert la porte de service qui donnait directement sur le couloir arrière. En arrivant, j'ai entendu de la musique, des rires venant de la salle principale, la fête Fontaine-Garnier. J'avais aidé à préparer la salle l'après-midi même, un beau mariage, vraiment. Le jeune homme avait l'air si heureux, enfin, en surface. Rémi avait marqué une pause, ses yeux fixant le plafond de sa chambre, comme s'il y voyait se dérouler les événements qu'il décrivait. J'étais dans mon bureau, je cherchais mon portefeuille, quand j'ai entendu la porte de service s'ouvrir. Je me suis figé. Qui pouvait entrer par là à cette heure? J'ai regardé par l'entrebâillement de la porte de mon bureau. C'était le marié, Julien Fontaine, avec sa belle cravate bordeaux et son costume. Il marchait vite, comme quelqu'un qui se dépêche. Il est passé devant mon bureau sans me voir, a traversé le couloir et est sorti par la porte qui donnait sur l'arrière du bâtiment, du côté opposé au parking. J'étais curieux, je l'avoue. Ce n'était pas normal qu'un marié quitte sa propre fête en passant par les couloirs de service. J'ai attendu quelques secondes, puis je l'ai suivi discrètement. Je suis sorti par la même porte. Il faisait nuit, mais mes yeux se sont vite adaptés. J'ai vu Julien marcher vers les poubelles industrielles qui étaient stockées dans un coin, loin des regards. Et là, j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. Il a sorti de sa poche quelque chose qui brillait à la lumière de la lune, une lame, un couteau. Le commissaire Durand et la lieutenante Moretti avaient échangé un regard. L'histoire prenait une tournure qu'ils n'avaient pas anticipée. Julien tenait ce couteau et il pleurait, des sanglots silencieux, terribles. J'ai compris immédiatement ce qu'il s'apprêtait à faire. J'ai crié « Non, arrêtez !» et je me suis précipité vers lui. Il a sursauté, m'a regardé avec des yeux morts, vous comprenez, comme s'il n'était déjà plus là. Et puis il a dit, je m'en souviens exactement, laissez-moi, je ne peux pas vivre ce mensonge. Je préfère mourir que de lui faire ça. J'ai essayé de le raisonner. Je lui ai dit que quelle que soit sa situation, le suicide n'était pas la solution. Que sa famille, sa femme l'aimait, mais il continuait de secouer la tête. Il a commencé à défaire sa cravate, cette belle cravate bordeaux. Il tremblait tellement qu'il avait du mal avec le nœud. Et puis, je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai avancé encore. J'ai tendu la main pour prendre le couteau. Il a eu un mouvement de recul. Le couteau a glissé et il s'est entaillé le poignet. Pas profondément, mais ça saignait. Quelques gouttes sont tombées sur sa cravate qu'il tenait dans son autre main. Il est resté là, regardant le sang couler, et puis il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Je ne peux même pas faire ça correctement. Je suis un lâche jusqu'au bout. Rémi avait fermé les yeux, les larmes coulant lentement sur ses joues creuses. Je lui ai attrapé le bras, j'ai arraché le couteau de sa main. Je lui ai dit « Vous n'allez pas faire ça. Pas ce soir, pas comme ça. » Il s'est effondré contre le mur, pleurant comme un enfant. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas, pourquoi il voulait mettre fin à ses jours le jour de son mariage. Il m'a tout raconté, dans un flot désordonné de paroles, entrecoupé de sanglots. Sa relation secrète avec son meilleur ami, son amour pour Amélie, mais aussi son incapacité à être l'homme qu'elle méritait. Sa terreur d'être découvert, rejeté par sa famille, par la société.
le poids insupportable du mensonge qu'il s'apprêtait à vivre chaque jour de sa vie. J'ai écouté, et mon cœur saignait pour ce jeune homme. J'avais 53 ans à l'époque. J'avais vu beaucoup de choses dans ma vie, mais cette détresse-là, elle était différente, elle était absolue. Puis il m'a regardé et m'a dit « Aidez-moi à disparaître, s'il vous plaît, je ne peux pas retourner là-bas, je ne peux pas vivre cette vie, mais je ne veux pas me tuer, je n'en ai pas le courage. Aidez-moi simplement à partir, à devenir quelqu'un d'autre, quelque part ailleurs. » Le commissaire Durand avait interrompu. « Et vous l'avez aidé ?» Rémi avait hoché la tête lentement. « Dieu me pardonne, oui, je l'ai aidé. J'ai pensé à toutes les raisons pour lesquelles je ne devais pas le faire. Sa famille qui allait souffrir, sa femme qui venait de se marier, les recherches qui allaient être lancées. Mais quand j'ai regardé ce jeune homme, j'ai vu quelqu'un qui était déjà mort à l'intérieur. Et j'ai pensé que peut-être qu'il méritait une chance de trouver une vie qu'il pourrait vraiment vivre. Qu'avez-vous fait exactement ? J'avais un ami, Marcel Girard, qui travaillait dans la marine marchande. Il partait le lendemain matin pour un long voyage, plusieurs mois en Asie et en Amérique du Sud. Je l'ai appelé d'une cabine téléphonique pendant que Julien attendait, caché dans mon bureau. Marcel me devait un service, un gros service. Je ne peux pas entrer dans les détails, mais il avait eu des problèmes quelques années plus tôt, et je l'avais aidé. Il a accepté de prendre Julien à bord, sans papiers officiels, comme passager clandestin qui serait ensuite découvert en mer et officiellement enregistré sous un faux nom une fois loin de la France. Et la cravate, le coffre ? Julien voulait laisser quelque chose. Une explication en quelque sorte. Il a écrit la lettre pour Amélie dans mon bureau, en utilisant du papier et une enveloppe que j'avais. Il a mis la lettre dans le coffre en bois que j'utilisais pour ranger mes outils, avec sa cravate tachée de sang, son alliance qu'il avait retirée et ses boutons de manchette. Il a dit qu'un jour, peut-être, sa famille comprendrait. J'ai caché le coffre dans l'espace vide du mur cette nuit-là, après avoir conduit Julien au port. Il fallait bouger 2 briques, glisser le coffre, puis remettre les briques. Personne ne pouvait voir qu'il y avait quelque chose là. Julien voulait que ces objets soient trouvés, mais pas tout de suite. Pas avant qu'il soit assez loin pour ne jamais être retrouvé. Et ensuite, Marcel est parti avec son navire à l'aube. Julien était à bord. Je ne l'ai plus jamais revu. Marcel m'a écrit une fois, environ 6 mois plus tard, une carte postale d'Argentine. Il disait juste « Notre ami va bien. Il a trouvé ce qu'il cherchait. » C'était tout. Marcel est mort d'une crise cardiaque en 1983. Le secret est mort avec lui. Enfin, presque. Pourquoi n'avez-vous rien dit pendant toutes ces années ? Rémi avait fermé les yeux, épuisé. Au début, j'attendais de voir si Julien reviendrait, s'il changerait d'avis. Puis, les jours sont devenus des semaines, les semaines des mois. J'ai vu la souffrance de sa famille, de sa femme. J'ai entendu les théories, vu les recherches. Chaque jour, je me disais que je devais parler. Mais chaque jour, je me rappelais aussi son visage, sa détresse, et je me disais que peut-être, quelque part, il vivait enfin une vie authentique. J'ai porté ce secret comme une pierre autour du cou pendant 20 ans. J'ai fait des cauchemars. J'ai bu pour oublier. Ma propre femme m'a quitté parce que je devenais quelqu'un d'autre. Le secret m'a détruit de l'intérieur, tout autant qu'il a détruit la famille Fontaine. Maintenant que je suis mourant, je peux enfin dire la vérité. Je ne demande pas de pardon. Ce que j'ai fait était mal, je le sais. Mais je crois toujours qu'aider Julien à partir était moins cruel que de le laisser se tuer ou vivre une vie de mensonge qui l'aurait tué de toute façon plus lentement. Le silence dans la chambre était total, rompu seulement par la respiration laborieuse de Rémi et le bourdonnement discret des machines médicales. La lieutenante Moretti avait posé la question qui brûlait toutes les lèvres. « Pensez-vous que Julien Fontaine soit encore en vie ?» Rémi avait ouvert les yeux, un regard vide fixant le plafond. « Je ne sais pas. Si tout s'est passé comme prévu, il a débarqué quelque part en Amérique du Sud avec une nouvelle identité que Marcel lui avait procurée. Peut-être qu'il vit toujours sous un autre nom, ayant construit une autre vie. Peut-être qu'il est mort depuis longtemps. Je ne le saurai jamais. Et vous, comment vivez-vous avec ça? Je ne vis pas, commissaire. Je survis. Et bientôt même ça sera fini. Peut-être qu'après ma mort, je reverrai Julien quelque part
et il me dira si j'ai eu raison ou tort de l'aider. Pour l'instant, je vis avec le poids de savoir que j'ai brisé des vies pour peut-être en sauver une seule. Rémi Valette était décédé 3 semaines plus tard, le 28 août 1996, sans avoir ajouté quoi que ce soit à sa confession. Le commissaire Durand avait vérifié autant que possible son histoire. Marcel Girard avait effectivement existé, marin de la marine marchande, décédé en 1983. Les registres confirmaient qu'il était parti de Marseille le 16 août 1976 sur un cargo, le Belle Méditerranée, pour un voyage de plusieurs mois vers l'Amérique du Sud. Il était impossible de vérifier si Julien Fontaine avait effectivement été à bord. Les manifestes de passagers de l'époque étaient incomplets, surtout pour un passager clandestin. Des recherches avaient été lancées via Interpol en Argentine, au Brésil, au Chili, mais sans résultat concret. Trop de temps s'était écoulé. Si Julien vivait sous une fausse identité, le retrouver serait comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Les révélations de Rémi Valette avaient transformé l'affaire Julien Fontaine d'un mystère sans réponse en une tragédie aux contours désormais visibles, même si incomplets. Le 10 septembre 1996, le commissaire Durand avait convoqué Amélie et Laurent dans son bureau pour un entretien final. Amélie avait vieilli de 10 ans en quelques semaines. La vérité, plutôt que de la libérer, semblait l'avoir écrasée sous un nouveau poids. Elle avait lu et relu la lettre de Julien, cherchant entre les lignes une explication qui pourrait apaiser sa douleur. « Je ne sais pas ce qui est pire », avait-elle dit d'une voix tremblante. « Passer 20 ans à ne pas savoir ou découvrir qu'il a choisi de partir, de m'abandonner le jour même de notre mariage. » Laurent, assis à côté d'elle, les yeux rougis, avait ajouté « Il est parti à cause de moi, à cause de ce que nous étions. » Je l'ai détruit. Le commissaire Durand avait secoué la tête. Non, monsieur Mercier, Julien n'est pas parti à cause de vous. Il est parti à cause d'une société qui ne lui laissait pas la possibilité d'être lui-même. Il est parti parce qu'en 1976, un homme ne pouvait pas aimer un autre homme sans être ostracisé, rejeté, peut-être même arrêté. Il est parti parce qu'il se trouvait dans une situation impossible. Mais moi, avait murmuré Amélie, est-ce qu'il m'aimait vraiment, ou est-ce que notre mariage n'était qu'un mensonge du début à la fin? La lieutenante Moretti, qui assistait à l'entretien, avait pris la parole avec douceur. J'ai lu son journal en entier, madame. Il vous aimait, sincèrement. Mais c'était un amour qui coexistait avec d'autres sentiments qu'il ne pouvait pas réconcilier. Ce n'est pas rare, vous savez, les êtres humains sont complexes. Nous sommes capables d'aimer plusieurs personnes de différentes façons, même quand ces amours semblent contradictoires. « Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant ?» avait demandé Amélie. « Dois-je le faire déclarer légalement mort ? Dois-je enfin divorcer d'un homme qui a peut-être vécu 20 autres années sous une autre identité ? C'est votre décision, madame. » Juridiquement, avec le témoignage de Rémi Valette et les preuves découvertes, vous pouvez demander une déclaration d'absence qui vous permettrait de clore ce chapitre administrativement. Mais je comprends que ce soit complexe émotionnellement. Amélie avait regardé par la fenêtre du bureau, ses yeux se perdant dans le ciel marseillais. Vous savez ce qui me hante ? L'idée qu'il soit quelque part, vivant sous un autre nom, ayant peut-être refait sa vie, trouvé l'amour, le bonheur même. Et pendant ce temps, moi, sa famille, nous avons passé 20 ans dans l'enfer de l'incertitude. Comment puis-je lui pardonner ça? Et en même temps, avait-elle continué, les larmes coulant librement maintenant, je me dis que s'il a vraiment trouvé la paix, la possibilité d'être lui-même, alors peut-être que tout ce qu'il nous a fait endurer avait un sens. Peut-être qu'une vie authentique, même construite sur un mensonge initial, vaut mieux qu'une vie de mensonge permanent. Laurent s'était levé, marchant vers la fenêtre à son tour. J'ai passé 20 ans à me demander si j'aurais dû faire quelque chose différemment, si j'aurais dû insister pour qu'il ne se marie pas, si j'aurais dû l'aider à partir avant le mariage, si j'aurais dû révéler notre relation à la police en 1976, même si ça m'aurait détruit aussi. Vous ne pouvez pas réécrire le passé, monsieur Mercier, avait dit le commissaire. Vous étiez tous les deux prisonniers d'une époque,
de normes sociales qui ont changé depuis, heureusement. Ce n'est pas votre faute. Alors de qui est-ce la faute? Avait explosé Laurent. Il doit bien y avoir quelqu'un à blâmer pour tout ce gâchis. La faute est celle d'une société qui ne laissait pas de place à la différence, avait répondu la lieutenante Moretti. La faute est celle de l'intolérance, de la peur, du jugement. Vous étiez victimes, tous les trois. Julien, Laurent et vous aussi, Amélie, prise malgré vous dans une situation que vous ne pouviez pas comprendre. Les semaines suivantes avaient vu l'affaire se clore officiellement. Le procureur avait décidé de ne pas poursuivre la succession de Rémi Valette pour complicité de disparition volontaire, l'homme étant décédé. Le dossier Julien Fontaine était reclassé non plus comme disparition suspecte, mais comme départ volontaire facilité. Amélie avait entamé les procédures pour faire déclarer Julien légalement absent. Ce n'était pas une déclaration de décès, juste une reconnaissance administrative qu'il avait disparu et qu'elle pouvait reprendre le contrôle complet de sa vie. Elle avait également, pour la première fois en 20 ans, retiré son alliance. Ce geste simple, glisser l'anneau d'or hors de son doigt, avait été d'une difficulté émotionnelle insoupçonnée. Laurent avait fait une révélation à sa propre famille. À 56 ans, il avait enfin dit à sa femme et à ses enfants la vérité sur son passé, sur sa bisexualité, sur Julien. Sa femme, Christelle, avait été choquée mais finalement compréhensive. « Je savais qu'il y avait quelque chose », avait-elle dit. « Je sentais qu'une partie de toi était toujours ailleurs. Maintenant je comprends pourquoi. » L'histoire avait fait les gros titres pendant quelques semaines. Le mystère du marié disparu résolu après 20 ans. Un amour impossible dans les années 70, quand la société force à la disparition. Les médias s'étaient emparés du cas, en faisant un symbole des progrès accomplis en matière de droits LGBT, mais aussi des tragédies passées. Certains critiquaient Julien pour avoir abandonné sa famille. D'autres le comprenaient, voyant dans son geste un acte de désespoir face à une situation impossible. Les débats faisaient rage dans les journaux, à la radio, dans les cafés de Marseille. En octobre 1996, Amélie avait pris une décision. Elle avait démissionné de l'hôpital où elle travaillait depuis plus de 30 ans. Elle avait vendu son appartement du Vieux-Port, celui qu'elle avait partagé quelques jours avec le fantôme de Julien. Elle avait déménagé à Lyon, dans une autre ville, pour un nouveau départ à 54 ans. « Je ne peux pas rester à Marseille », avait-elle expliqué à Laurent lors de leur dernier café ensemble avant son départ. « Chaque coin de rue me rappelle lui, nous, ce qui aurait pu être. Je dois construire une vie qui est vraiment la mienne, pas l'ombre d'une vie qui n'a jamais vraiment existé. » « Et si Julien revenait ?» avait demandé Laurent. « S'il apprenait que la vérité est connue et décidait de rentrer ?» Amélie avait souri tristement. « Il ne reviendra pas. S'il est vivant, il a construit une autre vie depuis longtemps. Et franchement, Laurent, je ne sais pas si je voudrais le revoir. Que lui dirais-je? Que me dirait-il? Certaines choses sont peut-être mieux laissées dans le passé. » En novembre 1996, la vieille salle des fêtes de l'Estac était enfin démolie. Les pelleteuses avaient achevé ce que le temps avait commencé. À sa place, comme prévu, un petit parc avait été aménagé. Des jeux pour enfants, des bancs, des arbres nouvellement plantés. Une plaque commémorative avait été installée, sobre, mentionnant simplement que cet espace avait autrefois accueilli la salle des fêtes du quartier de 1950 à 1996. Rien sur la plaque ne mentionnait Julien Fontaine, mais les habitants du quartier, eux, se souvenaient. Les plus âgés racontaient l'histoire aux plus jeunes. Le marié qui avait disparu, l'amour impossible, la cravate retrouvée 20 ans plus tard. Laurent continuait à vivre à Marseille, travaillant jusqu'à sa retraite prévue dans quelques années. Il avait rejoint une association LGBT locale, aidant les jeunes à naviguer dans des situations difficiles, leur offrant le soutien qu'il n'avait pas pu donner à Julien. Parfois, en passant devant le nouveau parc où se trouvait autrefois la salle des fêtes, il s'arrêtait. Il regardait les enfants jouer, les familles pique-niquer, la vie continuer. Et il pensait à son ami, son amour, disparu dans la nuit il y avait 20 ans.
Il se demandait si Julien, quelque part, qu'il soit vivant ou mort, avait enfin trouvé la paix. En décembre 1996, une lettre était arrivée au commissariat central de Marseille, adressée personnellement au commissaire Durand. L'enveloppe portait un timbre d'Argentine. À l'intérieur, une carte postale de Buenos Aires et quelques lignes manuscrites. « Commissaire, je ne suis pas Julien Fontaine, mais quelqu'un qui l'a connu. Il m'a demandé, s'il devait mourir avant que la vérité ne soit découverte, de vous faire parvenir ce message. Il est décédé en 1994 d'une pneumonie. Il a vécu ici sous le nom de Mateo Suarez. Travaillant comme bibliothécaire, il a trouvé la paix qu'il cherchait. Il n'a jamais cessé de penser à ceux qu'il avait laissés derrière lui, mais il savait qu'il ne pouvait pas revenir. Il voulait que vous sachiez qu'il était désolé, profondément désolé, pour la souffrance qu'il avait causée. Mais il ne regrettait pas d'avoir choisi de vivre authentiquement, même au prix de cette souffrance. Il a vécu 18 années supplémentaires qui auraient été impossibles s'il était resté. Il a connu l'amour, la joie, l'acceptation. Il est mort en paix. C'est tout ce qu'il voulait que vous sachiez. Un ami. Le commissaire Durand avait regardé longuement cette lettre, se demandant si elle était authentique ou un canular. Les services d'Interpol avaient vérifié. Un certain Mateo Suarez était effectivement décédé à Buenos Aires en août 1994. L'homme était arrivé en Argentine en 1976, avec des papiers d'identité qui ne résistaient pas à un examen approfondi, mais qui avaient suffi à l'époque. Il avait travaillé dans une petite bibliothèque de quartier, vivait seul, avec quelques amis proches. Personne ne savait grand-chose de son passé. Il parlait français avec un léger accent provençal quand il avait bu un peu trop de vin. Était-ce Julien? Probablement. Certainement même. Mais il n'y avait aucune preuve formelle. Pas de photos, pas d'empreintes comparables, rien qui puisse confirmer avec certitude. Le commissaire Durand avait fait une copie de la lettre et l'avait envoyée à Amélie, à Lyon. Elle avait appelé quelques jours plus tard, sa voix étrangement calme au téléphone. « Merci de m'avoir envoyé ça », avait-elle dit. « Je pense que c'était vraiment lui. Et je pense que c'est mieux ainsi. Il a eu la vie qu'il voulait, même si c'était court. Et maintenant, je peux enfin vraiment faire mon deuil, pas d'un homme disparu dans le mystère, mais d'un homme qui a fait un choix et qui l'a assumé jusqu'au bout. « Comment vous sentez-vous » avait demandé le commissaire. « Étrangement en paix », avait répondu Amélie. « Pendant 20 ans, j'ai vécu avec l'espoir qu'il reviendrait et la peur de ne jamais savoir. Maintenant je sais, c'est fini. Je peux enfin tourner la page. » L'affaire Julien Fontaine était officiellement close. Le dossier rejoignait les archives de la police judiciaire de Marseille, épais de centaines de pages de témoignages, de rapports, de photos. Un cas résolu techniquement, mais qui laissait dans son sillage des questions plus larges sur l'amour, l'identité, le droit de choisir sa propre vie, même au prix de la souffrance d'autrui. Amélie Garnier vivait maintenant à Lyon, travaillant comme infirmière indépendante, aidant les patients à domicile. Elle avait rencontré quelqu'un, un veuf de son âge, professeur à la retraite. Ils prenaient leur temps, construisant lentement quelque chose de nouveau. Elle ne parlait presque jamais de Julien, mais parfois, en août, elle sortait la photo du mariage qu'elle avait gardée, regardait ce jeune homme en costume avec sa cravate bordeaux, et murmurait « J'espère que tu as été heureux finalement ». Laurent Mercier avait pris sa retraite en 2000. Il passait beaucoup de temps avec ses petits-enfants, leur racontant des histoires de l'ancien Marseille, de l'époque où les choses étaient différentes, plus difficiles pour certains. Il ne mentionnait jamais Julien directement, mais les valeurs qu'il essayait de leur transmettre, la tolérance, l'acceptation, le courage d'être soi-même, venaient directement de cette amitié perdue. Le parc de l'Estac devint un lieu populaire dans le quartier. Les enfants jouaient là où autrefois des mariages étaient célébrés. La vie continuait, comme elle le fait toujours, indifférente aux tragédies personnelles qui marquent pourtant profondément ceux qui les vivent.
Et quelque part, dans un cimetière de Buenos Aires, sous une pierre tombale portant le nom de Mateo Suarez, reposait peut-être un homme qui avait été Julien Fontaine, qui avait choisi de disparaître un soir d'août pour avoir la chance de vivre authentiquement, même si ce n'était que pour quelques années trop courtes. L'histoire de Julien Fontaine devint avec le temps une sorte de légende urbaine marseillaise, racontée et re-racontée, parfois embellie, parfois simplifiée. Mais au cœur de toutes ces versions restait la même vérité douloureuse, celle d'un homme pris entre l'amour et l'authenticité, entre le devoir et la survie, qui avait fait le choix impossible de tout abandonner pour avoir une chance d'être enfin lui-même. Ce cas nous montre à quel point les normes sociales peuvent détruire des vies, forcer des choix impossibles et créer des tragédies qui auraient pu être évitées dans une société plus tolérante et compréhensive. Qu'en pensez-vous? Julien Fontaine a-t-il eu raison de disparaître, condamnant sa famille à 20 ans d'incertitude pour avoir une chance de vivre authentiquement? Ou aurait-il dû affronter sa situation, quelle qu'en soit la difficulté? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez été touché par cette histoire vraie et les questions complexes qu'elle soulève, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Laissez votre like si ce cas vous a marqué et partagez-le avec quelqu'un qui s'intéresse aux mystères humains et aux dilemmes moraux difficiles.